Bonjour à tous, on continue sur les aspects programmation objet et algorithmique du langage Ruby. On a fait un grand passage la dernière fois sur tous les aspects très objets de Ruby. Cette fois-ci, on va voir la visibilité des méthodes. Jingle! Alors, le contrôle d'accès et la visibilité des méthodes sont des principes qui servent à gérer l'héritage dans la majorité des langages objets, et en Ruby, c'est exactement pareil. Donc on va le regarder effectivement, on va regarder les trois différents types de contrôle de visibilité qui existent en Ruby. Effectivement, hein, donc ce sont trois niveaux de protection qui sont public, protected et privé, et on va décrire de façon détaillée quelles sont les différences entre chacun de ces types de protection, de ces niveaux de protection. Donc je rappelle, hein, effectivement, ça permet de contrôler l'exécutabilité et la visibilité d'une méthode par rapport aux enjeux d'exécution de celle-ci en fonction du niveau d'héritage et en fonction du niveau de construction des objets qu'on veut faire. Par défaut, une méthode en Ruby, elle est publique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir être exécutée aussi bien à l'intérieur de la classe et de l'instance de cette classe, de l'objet, que à l'extérieur, c'est-à-dire une fois qu'on a instancié l'objet depuis l'objet en l'utilisant comme container d'exécution. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une classe voiture qui a une méthode démarrer qui fait une sortie, qui affiche une chaîne de caractères sur la sortie standard. Si on instancie un objet ma voiture, qu'on le référence dans la variable ma voiture, on va pouvoir exécuter la méthode démarrer directement sur l'objet ma voiture, sans aucun problème, puisque cette méthode va être publique. La deuxième notion qu'on a en Ruby, c'est la notion de méthode protected. Cette fois-ci, la méthode est utilisable n'importe où à l'intérieur de l'objet, mais elle ne va pas être exécutable à l'extérieur de l'objet. Donc la méthode qu'on voit par exemple âge actuel, qui est marquée protected dans la classe personne, va être là complètement utilisable en faisant un appel explicite, c'est-à-dire en le faisant sur l'appel sur l'objet autre personne, sur l'objet autre personne qui lui est passé, c'est-à-dire un objet du même type qui est passé en référence à une méthode définie dans la classe à un autre objet, elle va pouvoir l'exécuter sans problème. Donc il peut y avoir une exécution réciproque entre deux objets, deux instances d'une même classe. Par contre, la méthode âge actuel exécutée directement depuis l'extérieur, on le voit, hein, c'est la ligne qui est commentée, put alice.âge actuel, elle ne sera pas tolérée. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'exécuter cette méthode âge actuel depuis l'objet à l'extérieur de l'objet, mais par contre on peut l'appeler depuis une autre instance du même objet. De la même classe, pardon. On utilise moins souvent la notion de protected, les usages sont un petit peu plus marginaux. Par contre, le dernier usage, dès qu'on va vouloir interdire l'exécution complète d'une méthode à l'extérieur de l'objet, on va utiliser la notion de privé, rendre cette méthode privée. Elle est exécutable uniquement à l'intérieur de l'objet. Et alors, à la petite différence, il ne faudra pas mettre de self ou de référence à un objet quelconque à l'intérieur du premier objet. On ne va pas pouvoir l'exécuter depuis une autre instance ou faire référence à une autre instance en passage par référence. Donc là, cette fois-ci, on prend par exemple actualiser historique et afficher solde. Ces deux méthodes sont marquées private et elles ne pourront être exécutées qu'à l'intérieur du corps des autres méthodes. Par exemple, déposer, qui va faire l'appel explicite sans préfixe à actualiser historique, ou afficher solde. Et puis retirer, exactement pareil. Ça veut dire qu'on a des méthodes potentiellement avec du blindage, avec du contrôle d'accès, qui sont faits qui sont exposés en public, et qui, elles, vont utiliser ces méthodes privées qui potentiellement n'ont pas le même niveau qui ont besoin d'un niveau de contrôle qui est supérieur et qui vont être positionnés privés à l'intérieur de l'objet. Donc là, dans notre exemple, le compte bancaire, on peut faire une opération déposer, puisqu'effectivement, déposer est une méthode publique. Par contre, on ne peut pas, depuis l'extérieur, sur la référence compte, sur la variable dans laquelle on a instancié l'objet du type compte bancaire, on ne peut pas exécuter la méthode afficher solde. Donc ça permet effectivement de faire en sorte qu'on a des méthodes pour manipuler une donnée sensible de l'objet,
qui va être utilisable à l'intérieur de l'objet, mais qui ne va pas être utilisable à l'extérieur de l'objet, typiquement afficher le solde, qui va marquer erreur, méthode privée. Donc, il faut bien le comprendre, les enjeux de contrôle de la visibilité des méthodes, c'est comme ça dans pratiquement tous les langages en programmation objet ou en langage objet, ont pour objectif de contrôler la façon de prototyper une librairie, un composant qu'on va vouloir rendre disponible à l'extérieur, mais dans lequel on a une notion de contrôle d'exécution d'une certaine partie du code. Et puis quand on verra un petit peu plus tard les outils de documentation, que par défaut, les outils de documentation vont regarder de façon spécifique les méthodes privées, en considérant que le niveau de documentation attendu n'est pas le même, parce qu'effectivement, ils ne sont pas rendus disponibles à l'utilisateur, et c'est une méthode qui est là pour le fonctionnement interne du composant. Ce qui est important, c'est de bien documenter ce qui est à l'interface, quand on fait un composant, ce qui va être utilisé par la personne qui fabrique le composant. Donc, les protections des méthodes, elles servent à implémenter l'encapsulation, c'est un principe fondamental de la programmation objet, et elles permettent de cacher les détails d'implémentation en exposant, en ne rendant public que ce qui est strictement nécessaire pour l'utilisateur. Donc effectivement, la notion de privé-public est très souvent suffisante, et la notion de protected est un petit peu plus spécifique dans l'usage. Donc j'en reste sur cette vidéo. On aura une dernière vidéo sur les aspects algorithmiques du langage, et après on va rentrer dans la partie un peu écosystème du langage. Mais donc la prochaine vidéo, va parler des exceptions. Au revoir.